Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal quotidien. Voici les grands titres que nous développerons. Le prince Albert II était aujourd'hui en Italie à Dolceacqua, ville jumelée avec Monaco et où était célébré le 40e anniversaire de la protection civile. Reportage à suivre. La rentrée, c'est lundi à Monaco et c'est le dernier rush dans les magasins à la recherche des fournitures scolaires, mais également dans les établissements. Nous serons avec celui qui prépare sa rentrée en tant que chef d'établissement à FANB, Franck Fantino. La rentrée aussi pour Sciences Po Menton qui a renouvelé aujourd'hui son partenariat avec le gouvernement monégasque. Nous y étions. Nous vous proposerons une immersion aux côtés des participants du Challenge international de photographie sous-marine. Et puis nous verrons qu'un problème de santé publique prend de l'ampleur avec le développement de l'offre des jeux en ligne, celui de l'addiction aux jeux d'argent. Pour en parler, nous serons avec le psychologue Emmanuel Dain, auteur de l'ouvrage « La chance au prochain tirage ». Et pour débuter ce journal, rendons-nous en Italie avec cet anniversaire célébré dans la commune de Dolceacqua aujourd'hui. Le prince Albert II était présent pour rendre hommage aux volontaires de la protection civile qui fêtaient ses 40 ans. Quelles sont les missions de cette association et en quoi est-elle liée à la principauté? La réponse dans ce reportage à Dolceacqua de Sarah Incari et Camille Caloni. Ils sont une trentaine, hommes et femmes, unis comme un seul corps, sous un même uniforme, au service de leur communauté. Ces bénévoles de la protection civile de Dolceacqua interviennent avec passion sur le terrain en cas d'urgence, notamment pour assurer la sécurité des habitants, en renfort des autorités, comme les sapeurs-pompiers par exemple. Questi gruppi che tu hai citato non hanno la forza di coprire tutto. Per esempio sotto Covid sono stata la protezione civile di Dolceacqua che ha portato il cibo alle persone che avevano bisogno, andavano a fare la spesa per gli anziani che non potevano muoversi. Quindi il volontariato va a coprire quella parte che lo Stato non riesce a soddisfare. E anche sugli incendi i pompieri non hanno la forza per spegnerli se non ci fossero con loro i volontari. Durante le alluvioni per esempio anche i volontari danno una grossa mano. Quindi è importante che ci sia e poi è un modo anche di capire come è importante essere appartenenti a una comunità et quindi fare qualcosa per gli altri. Dans un monde ouvert et globalisé, leur dévouement nous rappelle des valeurs essentielles, la solidarité, l'unité, le courage, parfois même au péril de sa vie. Le mois dernier, leur implication a permis de retrouver un petit garçon de 5 ans disparu à la frontière franco-italienne. La nostra squadra è andata alla ricerca di questo bambino disperso, sono stati 3 giorni strazianti, ma mi viene ancora da piangere perché il sabato mattina, quando l'hanno ritrovato, nessuno se l'aspettava. È stata una cosa, poi da mamma di 3 figli, è stata una cosa meravigliosa, una cosa veramente emozionante sia per noi volontari ma penso per tutta la popolazione. Un engagement salué au plus haut niveau, le prince Albert II, en sa qualité de président de la Croix-Rouge monégasque, a tenu à venir en personne honorer ceux qui s'apparentent à des héros de l'ombre. Ce n'est que dans les moments difficiles où l'on voit que nous avons besoin de cette collaboration transfrontalière. Nous avons vu les événements de ces dernières années, toutes ces catastrophes naturelles, que ce soit des incendies mais aussi les inondations dramatiques. Et donc nous avons toujours besoin de renforcer ces liens et de renforcer cette collaboration et cette communication entre nous. Et donc je suis très heureux de cette journée et je réitère encore tous mes vœux pour ces 40 ans et que nous continuons encore d'œuvrer ensemble pour le bien-être des populations de nos 2 pays. Aux côtés du souverain, les scouts de Monaco et une délégation de la mairie, décorés eux aussi d'une médaille, tout comme les membres de la protection civile. Une cérémonie d'anniversaire chargée d'émotions qui scelle, une fois encore, l'amitié entre la principauté et sa ville jumelle, Dolceacqua. Ne soyez pas surpris demain soir si vous habitez dans le quartier de Fontvieille. Suite à la détection d'un cas de chikungunya chez une personne habitant à Fontvieille, une action de démoustication va être réalisée dans la nuit du 6 au 7 septembre, entre 2h et 4h du matin. À l'occasion de cette intervention, il est demandé aux résidents du quartier de bien fermer leurs fenêtres durant la nuit et d'éviter de circuler à pied entre 2h et 4h du matin, ainsi qu'aux habitants de la principauté de se rendre à Fontvieille durant
en cette période. Il est précisé que les données épidémiologiques permettent raisonnablement de conclure que la contamination a eu lieu en dehors de la principauté. Cette conclusion est par ailleurs confortée par la surveillance hebdomadaire des populations de moustiques en principauté et qui n'a jamais mis en évidence de portage d'agents pathogènes et notamment du virus du chikungunya chez ces populations. Lundi, les élèves de Monaco feront leur rentrée. Le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports dévoilait sur notre plateau mercredi les grandes nouveautés et les grands enjeux de cette rentrée 2025-2026. Aujourd'hui encore, les professeurs et tous les personnels de l'éducation préparaient la grande échéance du début de semaine prochaine. Et il y a un chef d'établissement pour qui cette rentrée sera certainement très symbolique. C'est le nouveau directeur général d'FANB. Il est avec nous ce soir en duplex du collège Charles III où ont été dévoilés les grands dossiers de la rentrée. Bonsoir Franck Fantino. Bonsoir Patricia. La rentrée qui s'annonce sera d'autant plus marquante pour vous qu'elle vous verra endosser de nouvelles fonctions au sein de l'établissement FANB. Comment vous êtes-vous préparé au remplacement de Christine Lanzerini qui part à la retraite ? Oh ben ça a été un long travail avec Madame Lanzerini justement, avec Christine Lanzerini qui m'a accompagné dans cette préparation et qui me laisse l'établissement et l'institution dans un très bel état avec plein de projets et elle m'a accompagné voilà, pour la préparation, pour les projets à venir. J'ai une grande confiance dans les équipes, on a de super équipes, donc voilà, je suis très confiant pour la rentrée à venir. Ce que tout le monde ne sait peut-être pas, c'est que vous êtes professeur de mathématiques de formation et vous étiez l'an passé encore adjoint au chef d'établissement. Ce parcours s'est fait naturellement, vous n'avez jamais regretté l'enseignement ? Alors j'ai toujours beaucoup aimé l'éducation par mon parcours d'animateur auprès des jeunes, de surveillant, de professeur. J'ai passé de très très belles années, notamment au lycée à l'époque technique. Et l'enseignement m'a beaucoup plu, me plaît beaucoup et voilà, la direction du collège que j'avais depuis 2016 était une autre étape, un tout autre emploi, mais avec une certaine proximité des enseignants, des équipes qui me permettait quand même de rester auprès des élèves. Alors l'enseignement en soi, c'est sûr qu'il y a toujours des moments où on aurait envie de se remettre devant des élèves et de faire passer, c'est surtout de faire passer la passion des mathématiques et essayer de leur transmettre quelque chose qui moi m'a passionné, en tout cas dans mes études, qui me passionne toujours. Et en tout cas, voilà, de temps en temps ça chatouille un peu, mais on a tellement de choses à faire dans les postes de direction qu'on n'a pas trop le temps de se replonger devant une classe. Oui, en tout cas, ces nouvelles fonctions sont le prolongement naturel de votre parcours. Quelles seront vos ambitions à ce poste de directeur général ? Alors l'ambition première, ça va être de continuer tout ce qui a déjà été mis en place par mes prédécesseurs et de continuer à amener les jeunes vers une excellence. Alors j'ai l'expression qui dit une excellence scolaire et une excellence humaine, c'est-à-dire qu'on veut faire d'eux de brillants étudiants, pouvoir les préparer aux plus grandes écoles et pouvoir avoir la culture nécessaire pour la suite, mais aussi être des humains responsables qui leur transmettent nos valeurs chrétiennes, les valeurs de l'établissement, ces valeurs de responsabilité, de bienveillance, de respect de l'environnement et de tout ce qui nous est donné au jour le jour. Et quelle empreinte ou dynamique souhaitez-vous insuffler ? Alors vous nous avez parlé notamment de votre amour des mathématiques. Alors oui, les mathématiques, forcément, on veut essayer. Aujourd'hui, les élèves peuvent briller ensuite, après leur bac, dans les écoles et dans les différents cursus. Nous, l'objectif, c'est de les préparer à ça. Et j'aimerais que rapidement, ou en tout cas, nos élèves ont la chance de pouvoir accéder aux plus grandes écoles, de pouvoir réaliser leurs objectifs, parce que nos équipes font un super travail avec le conseil d'orientation, mais tous les enseignants et toutes les équipes font un super travail pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs, mais l'objectif, on pourrait encore les mettre en avant sur leur Parcoursup par des participations à des concours, des participations voilà, à des grands concours, à des choses qui les mettraient en avant, faire de nos meilleurs élèves des élèves encore plus forts et encore plus excellents, qui puissent mettre en avant encore plus de capacités, et puis faire aussi des élèves, ceux qui ont un peu moins de capacités scolaires, en faire aussi, les préparer à la vie de demain, les préparer à d'autres bacs, à d'autres cursus, mais faire en sorte que plus tard, ils soient fiers d'être un ancien élève de FANB et qu'ils puissent revenir témoigner fièrement des années qu'ils ont passées auprès de notre établissement.
Voilà, ce sont de belles ambitions, effectivement. Et puis, il y aura également à mettre en œuvre les nouveautés annoncées mercredi par le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Philippe Vinci. Oui, alors en tout cas, je vois que le public a décidé aussi de passer à l'uniforme, une chose que nous on a depuis quelques années. C'est vrai que ça donne un côté de fierté à nos jeunes. Et en tout cas, sur les autres points, Monsieur Vinci a beaucoup insisté sur le bien-être. Et ça, c'est quelque chose qui nous est cher, de travailler avec les médecins, avec le CHPG, avec tout le centre d'addiction, parce que c'est un grand pôle très important de travailler sur la santé de nos jeunes, sur l'anxiété. Monsieur Vinci a beaucoup parlé d'anxiété et c'est un point sur lequel il faut qu'on travaille et que les jeunes soient les plus heureux possibles et les plus sereins au moment de rentrer dans un établissement scolaire chez nous. Oui, une attention toute particulière portée donc aussi à la santé mentale. Et puis, se profile une nouvelle mini-réforme du baccalauréat ? Alors le baccalauréat, on va avoir un peu plus de contrôle continu et notamment une épreuve de mathématiques. On revient en mathématiques en fin de première pour tous les élèves. Donc là, on ne peut que se réjouir que les mathématiques prennent leur place. Et puis voilà, les enseignants préparant nos élèves pour le baccalauréat où on a eu la chance déjà l'an passé de faire 100%, mais aussi de les préparer notamment à Parcoursup pour les amener à réaliser leurs objectifs les années suivantes. Merci Franck Fantino, le nouveau chef d'établissement d'FANB, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci Patricia. Et c'était dès aujourd'hui, jour de rentrée à Sciences Po Menton, qui accueillait ses étudiants de première année. Une journée bien remplie pour le campus de la Paix, qui fête cette année ses 20 ans. Au programme, conférences, interventions et nouveaux horizons. Et cette rentrée s'est clôturée par le renouvellement des accords entre l'institution et le gouvernement princier. Un reportage sur place de Devika Guéranfard, Loïc Marage et Paul Gougassian. C'était sous un grand soleil que les étudiants de la promotion Gisèle Halimi découvraient leur nouveau campus ce matin. Une rentrée symbolique pour le directeur Youssef Alaoua, particulièrement attaché à ce rendez-vous. Ce sont les 20 ans du campus de Sciences Po à Menton. Sciences Po a posé ses valises à Menton en 2005 et nous voilà 20 ans plus tard. C'est d'autant plus émouvant comme journée pour moi, à titre personnel, que j'étais étudiant de la 2e promotion et j'étais à milieu d'imaginer, il y a 19 ans, que j'allais proposer, en tant que directeur du campus, une cérémonie pour fêter les 20 ans. Une occasion idéale pour un renouvellement de vœux entre l'institution et la direction de la coopération internationale monégasque, alliée depuis plus de 10 ans. Alors notre collaboration avec Sciences Po Menton, c'est essentiellement pour encourager les étudiants de la région donc Méditerranée, notamment par des bourses d'études, mais aussi en finançant désormais, puisque c'est aujourd'hui que nous signons un partenariat pour l'accueil d'étudiants à Paris qui sont des réfugiés et qui intègrent des cursus proposés par Sciences Po. Nous sommes fiers bien entendu d'avoir ce partenariat avec ce collège universitaire de Sciences Po Paris qui est très dynamique et qui correspond aussi en partie à ce que nous faisons avec bien sûr notre coopération internationale puisqu'il s'adresse à la Méditerranée et au Moyen-Orient et nous avons nous-mêmes une région MENA, qu'on appelle MENA, et qui est une région de coopération internationale. 20 ans après sa création, le campus mentonnais continue de cultiver sa singularité, toujours au service de la jeunesse et du dialogue interculturel. Je vous propose maintenant de partir en mer pour évoquer le concours de photos du club d'exploration sous-marine de Monaco. Pendant 3 jours, les spécialistes de la discipline sont en principauté. Voyez ce reportage signé Frédéric Elion. Depuis 2003, le club d'exploration sous-marine de Monaco organise son traditionnel concours de photographie, un grand week-end au cours duquel les passionnés de plongée et de photos sous-marines rivalisent pour réaliser les plus beaux clichés. En attendant le concours national samedi et le verdict du concours junior qui s'est déroulé du 1er juin au 25 août, des binômes venus de toute l'Europe étaient sous l'eau dès 9h30 vendredi matin. C'est le départ du challenge international avec 9 équipes en compétition qui sont actuellement sous le bateau, bien entendu. Et disons, ça devrait durer à peu près 1h30 et retour au port.
Et on recommence l'après-midi, mais plus sur le même site, près du musée, comme on l'a annoncé, pour l'après-midi. Et ça continuera toujours sous le musée pour la plongée de nuit. Plongée nocturne, c'est quand même quelque chose d'assez rare, non ? C'est exceptionnel, pratiquement c'est du jamais vu, il faut dire le mot tel qu'il est. Au niveau international, c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses, de compétition. Et les binômes ont donc plongé au large du Cap Estel pour la première des 3 plongées de la journée, avant d'aller un peu plus tard sur le site de l'épave du Toulonnais. Objectif réalisé, 4 photos avec des rôles bien précis dans chaque duo. Mon rôle à moi, c'est de surveiller un peu ce qu'il fait, de surveiller, vérifier sa sécurité, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il en est au niveau de sa consommation, etc., y compris la mienne, et de lui chercher ses sujets pour ce qui est de la macro. J'ai les yeux collés dans l'appareil photo, je vois que des chiffres. Des fois, un sujet peut me passer que je ne m'aperçois même pas. J'ai plusieurs objectifs. Là, ce matin, on a commencé avec ambiance. Alors, on a ciblé une partie des Gorgones. Puis, une fois qu'on pense qu'on a une autre photo, on a mis à peu près une demi-heure, on est retourné sur le bateau, c'est remonté et j'ai changé l'objectif, on est repassé au macro. On a 4 photos imposées à donner. Donc une photo en macro, une photo poisson où le poisson doit apparaître en totalité, une photo d'ambiance et une photo qui concerne le thème imposé par l'organisation qui cette année est bulle. Un jury de 7 personnes est chargé de départager les binômes avec plusieurs prix à la clé comme celui du jury ou du coup de cœur. Verdict dimanche avec la remise des prix en présence du Prince Albert II. Cela a toujours existé, mais le phénomène prend de l'ampleur avec le développement des formules de jeux en ligne. L'addiction aux jeux d'argent est une pathologie qui toucherait des centaines de milliers de personnes en France. Le psychologue Emmanuel Dain s'est penché sur la question dans un ouvrage intitulé « La chance au prochain tirage » et il est notre invité. Bonsoir Emmanuel Dain. Bonsoir. On estime à plus de 500 000 le nombre de personnes souffrant d'addiction aux jeux d'argent. Est-ce que c'est une tendance qui est en augmentation? Alors oui, c'est une tendance qui est en augmentation, singulièrement depuis la légalisation des jeux en ligne, et notamment des paris sportifs en ligne. L'année 2024, à cet égard, a été assez catastrophique pour l'addiction aux jeux, puisqu'il y avait les Jeux Olympiques avec un accroissement vraiment très très important des paris durant l'année 2024 et d'ailleurs ça se confirme sur 2025. Donc oui, il y a une progression. Pour vous donner un tout petit chiffre, ce chiffre-là, il est à comparer avec le nombre annuel de personnes à qui on déclare un cancer, c'est-à-dire autour de 300-350 000. Vous voyez qu'en fait, le problème de santé publique, il est majeur et qu'il est méconnu. C'est d'ailleurs en fait un peu ça qui a suscité pour moi l'envie d'écrire ce livre. Et on peut donc considérer que les jeux en ligne ou autres applications de jeux d'argent sont responsables parce qu'il est par exemple très facile aujourd'hui de jouer chez soi à des jeux de grattage ou de tirage sans citer de nom et bien d'autres. Exactement ça. Moi, j'avais initialement intitulé mon chapitre sur les jeux en ligne, en paraphrasant Alain Souchon, l'ultra-moderne solitude du joueur en ligne, parce qu'effectivement, à l'inverse des casinos dans lesquels on joue sous le regard des autres joueurs, sous le regard du personnel des casinos, avec en plus de ça maintenant dans les casinos une volonté de la part des autorités de régulation, que ce soit en France et probablement à Monaco également, l'idée de s'attaquer à ce problème-là, autant concernant les jeux en ligne. Il y a une espèce de no-limit en fait qui fait que le joueur, seul derrière son écran de téléphone pour la majeure partie du temps, finalement peut être dans un processus de jeu sans limite, et d'autant plus sans limite que les opérateurs déploient des techniques de marketing vraiment échevelées et éhontées, avec par exemple plusieurs centaines d'euros qui sont proposés quand on ouvre un compte, et tout ça évidemment est énormément addictogène. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous dites que certains joueurs invétérés ne jouent pas forcément pour l'appât du gain. Mais alors, pour quelles raisons jouent-ils? En fait, l'originalité de mon postulat en fait autour de l'addiction aux jeux d'argent, c'est de dire que en réalité, le joueur qui est en situation d'addiction joue pour perdre.
Alors, il en est plus ou moins conscient, quelquefois il n'en est pas du tout conscient, quelquefois finalement ça émerge dans son discours, mais c'est ça en fait la clé du problème. C'est ce que Freud appelait la pulsion de mort, mais dans le discours des joueurs, et j'ai essayé dans mon livre de restituer plein de discours de joueurs, finalement ça apparaît comme une réalité, c'est-à-dire l'idée que finalement on s'autodétruit soi-même. Alors c'est vrai pour toutes les addictions, mais c'est particulièrement vrai pour l'addiction au jeu d'argent. Et il y a plusieurs étapes, c'est cela, suivi par les joueurs pathologiquement assidus? Souvent, il y a une phase de déni, comme pour les autres addictions d'ailleurs, hein, c'est-à-dire je gère, je contrôle, etc. Donc c'est souvent ça. Et puis, lorsqu'on n'est plus dans la phase de déni, il y a quelque chose de beaucoup plus douloureux qui arrive, c'est la honte. Hein. J'ai tendance à dire qu'il n'y a pas d'addiction sans honte. Et dans le cas de l'addiction au jeu, il y a énormément de honte parce que les conséquences financières, notamment de l'addiction au jeu, sont tellement dramatiques et tellement honteuses et tellement incompréhensibles pour ceux qui ne sont pas en situation d'addiction qu'on vit ça très, très douloureusement. La toute première chose à faire, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont en situation d'addiction au jeu, c'est de parler. Parce que le fait de parler, alors évidemment, comme je suis psy, je vous dirais parler à un psy, mais parler à son conjoint, parler à un ami, parler à quelqu'un, c'est déjà s'affranchir un peu du poids de la honte qui est autour de ça. Il faut donc très rapidement essayer de parler. Mais aujourd'hui, de quelle manière peut-on prendre en charge les personnes ayant des addictions au jeu ? Alors, d'abord, en parler, comme je le disais. Hein, c'est pour ça qu'il y a un fil qui s'appelle SOS Joueurs en France, par exemple, qui sert déjà à une première verbalisation de ça. La psychothérapie est assez bien indiquée. Quelquefois, on va pouvoir se faire aider d'un traitement médicamenteux si ça s'accompagne d'une dépression ou de choses comme ça, mais la psychothérapie fonctionne assez bien. Et puis, dans des cas qui sont un peu plus sévères, moi, il se fait que j'ai mon cabinet à Nice, mais que j'interviens dans une clinique dans le Var qui s'appelle la Bastide de Calian. Il nous arrive de prendre en charge des gens qui viennent faire un sevrage, en fait, des jeux d'argent, comme on fait un sevrage d'alcool ou de cocaïne. Merci Emmanuel Dain, auteur de La chance au prochain tirage, l'addiction au jeu d'argent, d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer votre dernier ouvrage paru aux éditions Imago. Merci beaucoup Patricia. Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire, mais pas seulement, c'est aussi la rentrée pour les Thursday Live Sessions qui se déroulent au Grimaldi Forum un jeudi soir par mois. Le premier concert de la saison a eu lieu hier. Il y avait sur scène du rythme, de la joie de vivre et de la musique du monde avec le groupe Pat Cala et le Super Mojo, des musiciens qui connaissent bien le Grimaldi Forum. Ils s'y étaient déjà produits en 2019. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Backstage enregistré hier lors du concert. Le leader, Pat Cala, revient sur la joie de jouer à nouveau en principauté. Je suis très content d'être ici parce que ce soit Christophe ou Alfonso avant, c'est des gens très curieux, très pointilleux au niveau de la musique et qui ne prennent pas les artistes pour des imbéciles, vraiment. On est très bien reçus, il y a un très bon son et il y a vraiment une envie de qualité. Et tu sens que c'est des mélomanes, quoi, des gens très curieux, des mélomanes qui écoutent beaucoup de choses et puis beaucoup d'humilité. C'est vrai, je le confirme. Voilà, et puis beaucoup d'humilité aussi, c'est des passionnés. Donc c'est vrai qu'on peut être que bien à la maison, puis tous les gens qui passent ici, ce sont souvent des bons potes qu'on croise sur la route, quoi. Donc c'est un petit peu, on va dire, c'est un peu une maison mère pour nous, un peu. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est un peu un endroit vraiment sympathique, vraiment de grosse qualité. Si on veut qu'on s'aime, chantons une chanson. C'est si beau quand même de chanter avec toi. Quel joli thème, l'amour en conjugaison. Chantons au-dessus des murs de prison. Mina, 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 oh ça oui, mina. Chuchoter à l'oreille des foules qu'on les aime. Chuchoter quelques mots tout doux entre nous. Aïe, aïe. Chuchoter à l'oreille des foules qu'on les aime.
Voilà une courte pause musicale dans ce journal, mais vous pourrez retrouver plus longuement Pat Cala et le Super Mojo samedi 13 septembre à 21h sur Monaco Info dans l'émission Backstage, présentée par Fabien Bonilla. La nouvelle a été officialisée aujourd'hui, l'annonce de la prolongation du Grand Prix de Monaco jusqu'en 2035, prolongeant ainsi l'accord déjà en place et qui courait initialement jusqu'en 2031. Le gouvernement princier s'est félicité de cette prolongation du partenariat entre la FIA et la CM. Autre information du jour, c'est à Monaco que sera présenté le guide Michelin 2026 le 16 mars prochain au Grimaldi Forum. Une soirée organisée sous l'égide notamment de la SBM dont le resort compte pas moins de 10 étoiles. La série des concerts de la voûte reprend samedi. Vous pourrez assister demain au premier rendez-vous de cette deuxième saison avec au programme les 24 études de Chopin jouées par la pianiste Catherine Nikitine. Concert à 19h, une soirée au profit de l'association Lueur d'Espoir basée au Togo. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et de nous être fidèles chaque soir. Nous nous quittons sur les photos de fin d'édition prises par Stéphane Dana ce matin à l'occasion de la rentrée de Sciences Po Menton. Dans un court instant, la météo présentée par Christine Tomel et l'après-JT du vendredi consacré au passeport culture qui a proposé aux jeunes de Monaco de s'adonner à de très nombreuses activités cet été. Vanessa Dessy les a suivies. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une très belle et douce soirée. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Demain, le temps sera ensoleillé et nuageux en fin de journée avec des températures autour de 26 degrés l'après-midi, 20 degrés en soirée. Côté calendrier, nous fêterons la Saint-Bertrand, compagnon de Saint-Dominique au XIIIe siècle. Il était connu pour sa grande humilité et son rôle dans la fondation des premiers couvents dominicains. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.